À l'intérieur d'une salle des turbines typique d'une centrale électrique, une longue rangée de cylindres métalliques repose sur un sol en béton, tandis que des techniciens en casque de sécurité marchent le long d'une plateforme grillagée et surveillent les jauges montées sur des panneaux d'acier. Un technicien montre l'arbre en rotation à l'intérieur d'un boîtier de turbine, pendant qu'un autre technicien étudie les chiffres sur un écran de contrôle juste à côté de la machine. Les centrales à vapeur construites depuis des décennies dépendent de ces grandes turbines, qui tournent chaque fois que de la vapeur chaude pousse contre des rangées de pales incurvées à l'intérieur de ces cylindres. Des tuyaux, aussi épais qu'une jambe humaine, transportent de la vapeur à haute pression d'une chaudière vers le carter de la turbine, et l'arbre en rotation entraîne un générateur de la taille d'un petit camion. Les machines fonctionnent de manière fiable, mais la salle des turbines doit être suffisamment grande pour les accueillir. Imaginez un technicien faisant rouler un module de turbine compacte dans une zone d'essai sur un châssis métallique à roulettes, pendant qu'un autre technicien connecte d'épais tuyaux aux orifices d'entrée et de sortie. Des ingénieurs expérimentent avec un fluide de travail différent qui peut produire le même processus de génération d'énergie à l'intérieur d'une machine beaucoup plus petite. Ce fluide de travail est le dioxyde de carbone, qui a été compressé et chauffé jusqu'à atteindre ce que les ingénieurs appellent un état supercritique. Dans une boucle d'essai en laboratoire, un technicien pourrait passer devant un réseau de tuyaux en acier recouvert de couvertures isolantes, tandis qu'un autre technicien observe les chiffres de température et de pression grimpés sur un ensemble d'écrans numériques. Lorsque le dioxyde de carbone est comprimé à très haute pression et chauffé au-delà d'un certain point, le fluide ne se comporte plus comme un gaz ou un liquide normal. Au lieu de cela, le fluide dense s'écoule en douceur à travers les tuyaux, tout en se dilatant rapidement lorsqu'il passe à travers les pales de la turbine. Parce que ce fluide dense transporte une grande quantité d'énergie dans un petit volume, la turbine qui extrait l'énergie peut être beaucoup plus petite que les énormes turbines à vapeur utilisées dans la plupart des centrales électriques aujourd'hui. Imaginez un ingénieur debout devant une maquette en coupe placée sur une table d'atelier sous des lumières vives. La maquette montre une boucle de tuyauterie fermée, un rotor de turbine compacte monté sur un arbre et un échangeur de chaleur qui ressemble à une pile de fines plaques métalliques. Au lieu de faire bouillir de l'eau pour créer de la vapeur, le système fait circuler du dioxyde de carbone à travers cette boucle, tandis qu'un réchauffeur chauffe le fluide et que la pression le pousse à travers les pales de la turbine. Le rotor en rotation fait tourner un générateur électrique, tandis que le fluide quitte la turbine et s'écoule à travers des canaux de refroidissement avant de retourner au compresseur. Abonnez-vous. Une des raisons pour lesquelles les ingénieurs s'intéressent à cette approche devient évidente lorsqu'un technicien place un rotor de turbine à vapeur conventionnel à côté d'un rotor de turbine à dioxyde de carbone supercritique sur le sol d'un atelier. Le rotor à vapeur s'étend sur plusieurs mètres d'arbres en acier et nécessite une grue pour le déplacer dans la pièce. Le rotor à dioxyde de carbone supercritique peut souvent être soulevé par un petit palan et monté dans un carter compact sur un établi métallique. Comme le fluide de travail est si dense, les aubes de la turbine peuvent être plus courtes et la machine peut tourner plus vite sans avoir besoin des énormes carters que les systèmes à vapeur exigent. Des chercheurs des laboratoires nationaux de Sandia ont mis en marche des bancs d'essais expérimentaux, où des techniciens se tiennent à côté d'unités de turbines compactes connectées à des réseaux de capteurs de pression et d'écrans d'affichage de données à grande vitesse. Pour comprendre le fonctionnement du système, imaginez une petite centrale de démonstration, où une série d'échangeurs de chaleur se trouve à côté d'un module de turbine compacte, le tout enfermé dans une armoire en acier. L'énergie chaude provenant d'un réacteur, d'un puits géothermique ou d'un four industriel entre dans l'échangeur de chaleur par d'épaisses conduites isolées qui courent le long du mur de l'installation. À l'intérieur de cet échangeur, la boucle de dioxyde de carbone absorbe la chaleur et la pression augmente, tandis que les techniciens surveillent les indicateurs de température sur un panneau de commande. Le fluide chaud s'engouffre ensuite dans le boîtier de la turbine, où un rotor tourne à une vitesse extrêmement élevée. L'arbre en rotation entraîne un générateur, qui est connecté à des câbles électriques menant à une salle de contrôle, où les opérateurs surveillent la puissance de sortie sur des écrans muraux.
La compacité devient importante lorsque les ingénieurs conçoivent des installations entières autour de ces machines. Dans une centrale à vapeur conventionnelle, la salle des turbines peut s'étendre sur un grand bâtiment, avec des grues montées au-dessus pour déplacer les composants lourds. Une centrale utilisant des turbines à dioxyde de carbone supercritique pourrait placer plusieurs modules de turbines à l'intérieur d'un bâtiment beaucoup plus petit, avec des racks d'équipement disposés comme des rangées dans un atelier d'usinage. Les ingénieurs du département de l'énergie des États-Unis ont financé des projets de démonstration où les unités de test sont installées sur des cadres en acier qui s'intègrent dans des baies de laboratoire, plutôt que dans ces immenses salles de turbines. Cependant, le système n'est pas simple à construire. Si vous visitez une installation d'essai, vous verriez des techniciens serrer des boulons sur d'épaisses brides, inspecter les joints et vérifier l'alignement des aubes de compresseurs sous des lumières d'inspection vives. Le dioxyde de carbone supercritique fonctionne à des pressions extrêmement élevées, souvent supérieures à 20 mégapascales, ce qui signifie que chaque joint de tuyau et chaque valve doit retenir une force énorme à l'intérieur de la tuyauterie. Une petite fuite peut entraîner l'échappement rapide du fluide dense et l'expansion soudaine peut refroidir les surfaces métalliques proches ou endommager les joints autour du carter de la turbine. L'un des défis se présente au niveau des échangeurs de chaleur qui transfèrent l'énergie dans la boucle de dioxyde de carbone. À l'intérieur de ces blocs métalliques, des milliers de minuscules canaux guident le fluide à travers d'étroits passages où la chaleur s'écoule des surfaces chaudes vers la boucle de circulation. Si un technicien retire un couvercle d'échangeur de chaleur pendant la maintenance, les plaques internes révèlent des passages extrêmement fins, ressemblant à l'intérieur d'un radiateur de voiture, mais fait d'alliage métallique épais. Des organisations telles que l'American Society of Mechanical Engineers publient des normes de conception que les ingénieurs utilisent pour construire des récipients sous pression et des tuyauteries à haute température pour ces systèmes. Une autre difficulté réside dans le contrôle de la turbine lorsque les conditions changent à l'intérieur de la boucle. Imaginez un opérateur assis dans une salle de contrôle, observant un affichage numérique tandis que les relevés de température fluctuent sur un graphique, réparti sur plusieurs moniteurs. Lorsque l'apport de chaleur augmente ou diminue, la densité et la pression du dioxyde de carbone changent rapidement à l'intérieur des tuyaux. Le système de contrôle doit ajuster la vitesse du compresseur, l'ouverture des vannes et la charge de la turbine pour maintenir la stabilité de la boucle pendant que la machine continue de tourner. Les ingénieurs travaillant avec l'Electric Power Research Institute ont étudié comment les logiciels de contrôle et les réseaux de capteurs peuvent maintenir un fonctionnement stable, tandis que les opérateurs surveillent le système à travers des rangées de voyants clignotants et des écrans de données défilants. Les défaillances dans ce genre de machinerie apparaissent généralement en premier lieu dans les composants mécaniques qui fonctionnent sous de fortes contraintes. Un technicien inspectant une turbine après l'arrêt pourrait éclairer la surface polie d'une pale de rotor avec une lampe de poche et rechercher de minuscules fissures le long du bord métallique. Les vitesses de rotation élevées exercent une contrainte énorme sur l'arbre et les paliers, tandis que le fluide à haute pression pousse contre les joints autour du carter de la turbine. Si un joint cède, le fluide qui s'échappe peut déclencher des alarmes de pression et provoquer l'arrêt automatique de la turbine par le système de commande. En fin de compte, les limites de la technologie sont fixées par la physique à l'intérieur des tuyaux et des turbines. Si la pression du fluide devient trop élevée, les parois métalliques des tuyaux et du carter de la turbine doivent devenir plus épaisses et plus lourdes pour contenir la force. Si les températures dépassent la tolérance des alliages utilisés dans les pales de turbine, ces pales pourraient se déformer ou se briser pendant que le rotor tourne à grande vitesse. Les ingénieurs testent donc ces machines avec soin dans des installations contrôlées où des ensembles de capteurs mesurent les vibrations, la pression et la température, tandis que les techniciens observent la turbine en rotation à travers des fenêtres de protection. L'objectif est de déterminer à quel point ces machines peuvent devenir petites et efficaces
avant que les limites des matériaux et les contraintes mécaniques n'établissent une frontière pratique. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.